Alors, première chose, après toutes ces émotions, je vous souhaite la bienvenue dans ce petit webinaire où je vous propose de vous présenter les 7 erreurs les plus classiques dans l'entrepreneuriat social ou l'entrepreneuriat traditionnel que j'ai choisi par vous parmi beaucoup d'autres. Je devrais en avoir environ pour 10 minutes, ce qui me permettra par la suite de vous donner la parole pour que vous puissiez aussi vous exprimer. Vous êtes prêts à commencer? Alors, je pense que vous êtes prêts à commencer. Et l'idée, donc, c'est de ce webinaire, c'est de parler de ces 7 erreurs classiques. Je vous ai fait un petit dessin. On dirait pas qu'il y a beaucoup d'erreurs d'entre ces deux dessins, mais il y en a quand même. Mais l'essentiel, c'est de voir les erreurs, les principales erreurs, une par une. Donc, premièrement, on voit très souvent des personnes qui font une confusion absolument totale entre modèle d'affaires et plan d'affaires, alors que ce sont deux choses qui sont totalement différentes, parce que si on prend le modèle d'affaires, c'est une représentation, c'est une définition de l'organisation, de ce qu'elle fait, pour qui elle le fait, pour quel besoin, à quel besoin elle va répondre. Alors que le plan d'affaires, c'est le modèle d'affaires plus une partie de vision, de stratégie, comment est-ce qu'on va implanter ou on va développer l'affaire et les aspects financiers qui doivent se rajouter dans le tout pour qu'on ait vraiment un plan, un chemin, une direction qu'on va établir. Et malheureusement, il y a trop de personnes qui prennent l'un pour l'autre, qui croient que il suffit de faire un plan d'affaires en suivant une présentation rigoureuse pour arriver à dire, ça y est, j'ai mon entreprise, j'ai réussi à développer mon plan d'affaires. La deuxième erreur classique, c'est de ne pas définir le modèle d'affaires, c'est de laisser un flou. Donc, c'est de ne pas répondre aux questions principales qu'on doit se poser quand on veut créer un modèle d'affaires. Donc, les questions principales, ça peut être dans quel contexte on va travailler. Est-ce que c'est ici en Suisse? Est-ce que c'est là-bas en Chine? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce qu'il y a un contexte politique fort ou pas? Ensuite, à quel besoin on va répondre? Et ça, c'est particulièrement important lorsqu'on veut faire de l'entrepreneuriat social. Ne pas faire quelque chose simplement parce qu'on croit que c'est bien, mais savoir quel est le vrai besoin qu'on va répondre. Pour l'entrepreneuriat traditionnel aussi, c'est une question très importante si on a envie de pouvoir survivre pendant un peu plus longtemps. Qui sont nos publics cibles? Qu'est-ce qu'on va leur proposer comme prestations, produits, services? Comment est-ce qu'on va les fabriquer? Comment est-ce qu'on va les communiquer, les distribuer? Avec quels alliés on va travailler? Avec quels partenaires, prescripteurs? Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme système de vérification? Donc, si on arrive à répondre correctement à toutes ces questions, on commence à avoir un modèle d'affaires qui sera déjà un peu plus palpable, un peu mieux défini. Et malheureusement, souvent, on voit par un travail de coach en création d'entreprise ou d'organisation sociale que ce n'est pas toujours le cas. Il faut réfléchir un peu mieux à la question. L'erreur numéro 3, je l'ai encore entendu la semaine passée, c'est on n'a pas de clients. On est dans une entreprise sociale, donc on n'a pas de clients, on n'a que des bénéficiaires. Alors que cette confusion, elle est fausse, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui paye pour quelque chose. Donc, il faut toujours réfléchir à qui sont nos bénéficiaires qui vont recevoir une prestation sans forcément pour payer pour cette prestation et qui va payer pour que la prestation puisse être fournie, qui va la consommer directement ou qui va la faire utiliser ou la faire recevoir par un bénéficiaire dans un système de triangulation, par exemple, un service public paye une organisation pour faire quelque chose pour un public cible qui sont des bénéficiaires, des personnes qui vont recevoir. Donc ça aussi, on peut trouver cette confusion et malheureusement, on entend souvent, non, 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 nous, on n'a pas de clients, on n'a que des usagers ou des bénéficiaires.
et on a toujours un client parce qu'il faut toujours qu'il y ait quand même quelqu'un qui paye. L'erreur suivante, c'est vouloir tout résoudre en même temps. Ah, c'est quand même extraordinaire parce que quand on est dans le social, on se dit, tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait rajouter encore ça, et on tombe dans une dispersion terrible. Donc, quand on a, même si c'est très beau, quand on a une organisation qui définit des choses qu'elle va faire, il faut établir des priorités. Vraiment voir quelles sont les premières choses qui vont permettre à l'organisation de vivre correctement. Une fois qu'elle aura une assise correcte, à ce moment-là, on peut attaquer le reste. Et il faut faire attention justement parce que dans les organisations d'entrepreneuriat social, la générosité peut nuire justement à la mise en priorité des choses et finalement à la pérennité de l'organisation. Encore une erreur, c'est croire que l'impact projeté garantit le marché. Euh, on peut dire non, notre idée elle est absolument merveilleuse, on est sûr que ça va avoir un impact absolument fantastique sur nos publics cibles. Et quand ils vont voir les prestations qu'on va offrir, ils vont accourir, ils vont être enchantés de l'utiliser. C'est pas toujours juste. Il faut faire très attention parce que des fois, le degré de conscience du besoin est un peu flou chez les bénéficiaires potentiels. Mais aussi, il peut y avoir une résistance au changement. Et cette résistance au changement, des fois, peut ruiner complètement l'impact qu'on avait projeté. Donc, il faut bien mesurer et la meilleure des choses à faire pour ça, c'est aller valider sur le terrain. Donc, il ne suffit pas d'avoir une belle idée, il faut vraiment aller valider sur le marché, sur le terrain, pour être sûr qu'il y aura vraiment des preneurs pour nos prestations. Tout à fait valable aussi dans l'économie traditionnelle. Oups, j'en ai sauté un. Voilà. Sous-estimer la communication. Ah, ça aussi, j'en vois beaucoup de personnes qui viennent ici et on leur demande comment est-ce que vous allez communiquer, comment vos bénéficiaires, vos clients vont savoir ce que vous faites, ce que vous avez à leur offrir. Et la réponse classique, ah non, mais je vais faire un site web, une page Facebook et tout le monde va savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et ça, c'est une grande, grande, grande illusion. Il suffit pas d'avoir son site visible qui, en réalité, va être une petite aiguille dans une énorme botte de foin de milliards de sites. Donc, monter une communication pour se faire connaître, pour que nos bénéficiaires, nos clients sachent qui nous sommes, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut résoudre comme situation, c'est un travail non pas d'une semaine pour monter un site, mais c'est un travail de longue haleine. Donc, il faut jamais sous-estimer et malheureusement, on voit beaucoup de personnes qui sous-estiment ces besoins en communication, surtout dans un monde actuel où on est surinformé. Finalement, ça va être la dernière erreur que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sous-estimer la concurrence. Dans le monde traditionnel, de l'économie traditionnelle, on sait très bien qu'on a de la concurrence sur le marché, on a d'autres entreprises qui veulent vendre les mêmes prestations que nous avons. Mais quand on travaille dans l'organisation d'entrepreneuriat social, la concurrence elle est même pire. Parce que non seulement on a des concurrences sur le marché, parce qu'on aura d'autres organisations qui font le même genre de service, le même genre de prestations, mais on aura aussi une concurrence à la recherche de financement. Une entreprise traditionnelle, elle peut aller dans une banque, elle peut présenter, si elle a quelques garanties, elle peut présenter son plan, elle peut obtenir des financements parce que il y a quand même une quantité suffisante d'argent qui roule. Même si on se plaint toujours de ce qui est plus d'argent virtuel que d'argent réellement injecté dans l'économie. Mais une organisation qui a besoin de financement, il faudra qu'elle aille vers une fondation, vers la loterie romande, qu'elle aille demander des financements publics.
Et là, elle aura une concurrence avec toutes les autres organisations qui demandent aussi des fonds. Donc ça, c'est une concurrence additionnelle qu'il ne faut absolument pas négliger. Voilà, donc si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces 7 erreurs, vous pourrez aller aussi consulter le site de Social Business Models.